Qui peut faire son trou au PSG? Écoutez, c'est toujours possible. Oui, moi, je sais pas, mais de mon temps, j'ai quand même 6 jeunes qui sont venus du centre de formation, dont Luis Fernandez à l'époque, dont Le Mou, et puis pour n'en citer que deux, qui un jour sont rentrés, sont jamais en sortis. On avait entendu que les Qataris voulaient à plus ou moins moyen terme s'appuyer sur le centre de formation du PSG. Pour l'instant, c'est pas vraiment une franche réussite. Apparemment, mais François, oui. François, c'est intéressant ce que disait Daniel Echter quand tu as annoncé le groupe. Il disait est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé pour qu'il soit rentré avec quelques jours de retard. Après, on peut se demander, oui, voilà, si c'est si grave que ça, et si finalement ça handicape pas l'équipe non plus, par exemple, qu'il soit au moins dans le groupe pour demain, comme c'est un match difficile. Après, peut-être que Laurent Blanc, il fait ça aussi pour montrer qu'il a de la poigne et puis qu'il s'embrasse parce que soit Xavier, Monsieur Echter parle. Vas-y. Oui, d'accord. Allez-y, Monsieur Echter. Si vous sanctionnez et que ça vous sanctionne vous, c'est pas très mal. Hein. Parce que bon, moi aussi j'ai eu affaire à des joueurs difficiles. Hein, à une époque, j'avais des joueurs qui n'étaient pas faciles. Alors on discute. Je veux dire que le premier capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui s'appelait notre regretté Jean-Pierre de Vigny, n'était pas un joueur facile. Mais ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. Les problèmes se sont réglés. Il n'était pas d'accord avec Justo à l'époque sur la tactique employée. Il y a eu des tensions, mais les problèmes se sont réglés. Donc, l'entraîneur doit régler ce problème. Maintenant, se priver de deux joueurs, d'ailleurs, qui font pas un malheur, hein, parce que la visite depuis le début, on le voit un petit peu. Hein, on n'a pas vu un grand match de la Vésie. Je sais pas si on a vu 5 grands matchs de la Vésie. À mon avis, c'est un joueur qui a été surpayé hein, à l'achat. Par contre, Cavani, c'est un grand joueur, mais je sais pas, il n'est pas en confiance, c'est pas à son poste. Enfin, je peux pas dire pourquoi, mais c'est quand même un grand attaquant. Se priver d'un grand attaquant, ça peut toujours faire quelque chose. C'est comme Pastor, c'est un très très grand footballeur. Mais bon, c'est pas un joueur qui est constant. Il a besoin de mûrir avant d'être un vrai meneur de jeu. Mais là, c'est une faillite. En fait, ce qui s'est passé à Bastia, c'est une faillite collective. Et ça ne doit pas arriver à l'équipe de ce niveau. Face à une équipe qui est avant-dernière au championnat. Ça ne doit pas arriver. Alors la défaillance semble mentale, hein, puisque le PSG qui maîtrisait quand même son match de 0 s'est réfugié quand même derrière une erreur d'arbitrage. Est-ce que bon, voilà, avant tout, le problème du PSG n'est pas dans les têtes? Dans les têtes? Oui. Ça ne peut pas être ailleurs. Hein. Parce que techniquement, la maîtrise technique qu'a cette équipe, on l'a vu, ils font tourner le ballon, ils le gardent, il est très difficile à leur point. Alors si à un moment certains perdent le ballon, c'est dans la tête ça va pas, c'est certain. Parce que la maîtrise technique, elle est quand même très 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 supérieure à celle de Bastia. Mais il y avait peut-être une grinta à Bastia de joueurs qui avaient envie de faire l'exploit. Bon, et puis il faut dire que toutes les équipes qui jouent contre le PSG, elles veulent faire l'exploit. Donc c'est pas facile. Mais quand on prétend à être une équipe européenne qui veut être minimum demi-finaliste de la Coupe d'Europe, on peut perdre un match. Il n'y a rien de grave de perdre un match. Mais là, ça fait quand même maintenant 3 mois que l'équipe tourne pas. Enfin, moi, je parle avec des amis qui vont au match. Malheureusement, je suis pas tout le temps à Paris. J'ai vu peu de matchs cette année. Je les ai plus vus à la télévision qu'ailleurs. Mais on s'ennuie pendant les matchs du Paris Saint-Germain. On s'ennuie. Et là, bon, c'est vrai que maintenant le président a vraiment un rôle à jouer. Alors, il n'a peut-être pas l'habitude des périodes de crise. Il faut rester très calme. Et puis,
trouver les solutions. Alors, Mehdi, est-ce que tu aurais une question pour Daniel Echter, Mehdi? Oui. Est-ce que vous suivez un peu le centre de formation ou pas, monsieur Echter? Bon. J'ai mal entendu votre question. Est-ce que vous suivez le centre de formation du Paris Saint-Germain? Je le suis, non, je ne le suis pas aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, dans le club, je suis un spectateur. Je suis l'ancien président et je suis un spectateur comme vous. Hein. Je suis spectateur. Moi, on ne me demande pas mon avis et on n'a pas à me le demander d'ailleurs. Donc, je ne vis pas la vie du club. Même si je regrette, je vis pas la vie du club, donc je ne sais pas. Mais je sais que pour avoir vécu ces périodes en tant que dirigeant, et je les ai vécues dans 2 clubs différents, ce sont des moments extrêmement pénibles à vivre. Et parce que la solution n'est pas évidente, elle n'est jamais évidente. Donc pour vous, le Paris Saint-Germain ne sera peut-être pas champion cette année? Ben, si ça continue comme ça, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Daniel? Qu'est-ce qu'il faudrait? Un changement radical du comportement des joueurs, un nouvel entraîneur qui arriverait, du renfort au mercato. Quelle est la recette miracle pour repartir du bon pied? Pour repartir du bon pied aujourd'hui, c'est de se remettre au travail. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas un joueur qui changera. D'abord, il faut qu'on réapprenne à jouer au football, c'est-à-dire de jouer collectif. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, c'est un sport collectif. Et il faut leur remettre dans la tête. D'abord, ils sont plus forts. Mais c'est pas d'être plus fort qu'il faut être. C'est de montrer qu'on est plus fort. Parce que techniquement, prenez-les un à un, ils sont techniquement beaucoup plus forts. Hein, donc il ne devrait pas y avoir de perte de ballon comme il y en a, de temps mort comme il y en a. Il n'y a plus de changement de rythme. L'année dernière, boum, 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 ça partait dans tous les sens. Et ça joue au football. Là, maintenant, on a l'impression qu'on joue 30% en dessous de ce qu'on jouait l'année dernière. À part peut-être Lucas qui donne un peu plus de tempo, de vitesse dans le jeu. C'est à l'entraîneur de régler le problème. Alors, je vais poser une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu, mais vous êtes l'auteur du maillot dit historique du PSG. Vous pensez quoi du maillot de cette saison? Je pense qu'il est mieux que celui de l'année dernière. D'accord. Mais pour moi, bon, écoutez, je vais de parti de prix, alors c'est pas bien de me poser ce genre de questions. Parce que comme le maillot, c'est moi qui l'ai dessiné, et comme j'ai une éthique en matière de club, pour moi, un grand club, ça ne change pas de maillot. C'est-à-dire qu'il peut avoir des maillots, des secondes, des troisièmes maillots, des maillots pour jouer à l'extérieur, mais le maillot de base, ça reste le maillot de base. Est-ce que demain, si on change de drapeau anglais et qu'on le fait autrement, avec des petites croix au lieu des grandes, si on fait le drapeau français, qu'on inverse les couleurs, ou qu'on les met dans l'autre sens, ça ne veut rien dire. Un maillot, c'est un maillot, et si vous pouvez le faire évoluer, le maillot. Pour moi, les grands clubs gardent les mêmes maillots, c'est tout. Est-ce que l'Inter de Milan ou la FC de Milan ont changé de maillot? Est-ce que le Real de Madrid change de maillot? Est-ce que Barcelone change de maillot? Oui, de temps en temps, on change. À l'extérieur, on met des maillots de couleur, mais la base, ça reste la base. Alors bon, c'est pour ça. Cela étant, ce maillot-là, il est pas mal. C'est pas... il est beaucoup mieux que celui de l'année dernière. Xavier, tu voudrais rebondir là-dessus? Moi, je suis d'accord avec ce que dit Daniel Echter. Après, on peut se voiler la face. C'est vrai que souvent, ils le font pour le 3e maillot, mais ils changent aussi la couleur des maillots souvent parce que c'est pour faire vendre, tout simplement. Parce que si on met le même maillot tous les ans, ça fera peut-être moins vendre. Mais moi, je suis d'accord. Un maillot historique, ça doit rester souvent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est demandé, mais c'est rare que ça reste toujours le même. Les 3 ans, ils y reviennent.
je sais pas, mais les supporters ont envie, enfin les vieux supporters, hein. Les jeunes, on leur a trop montré des choses différentes. Les vieux supporters, bon, ce maillot, c'est un symbole. Le Paris Saint-Germain, c'était, c'est quand même un club qui venait dans la souffrance, qui a une histoire. Et bon, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a aujourd'hui 40 ans d'écart. Le marketing, c'est devenu quelque chose de très important. Je le comprends. Mais bon. Justement, Daniel, par rapport au club que vous avez connu et les évolutions qu'il y a eu, vous vous reconnaissez encore dans le club ou il y a des choses qui vous dérangent? Non, bah vous savez, il faut vivre avec son temps. Moi, je trouve que l'arrivée des nouveaux dirigeants a été formidable parce que tout d'un coup, on a eu vraiment une équipe à Paris, malgré les quelques erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que la même équipe, elle aurait pu coûter moins cher. Mais bon, ça, c'est leur problème. Hein. Mais il y avait un véritable espoir. Et tout d'un coup, il n'y a plus cet espoir. C'est tout. Là, on est devenu un club normal, avec ce problème. Ça arrive à l'OM, ça arrive à Lyon, ça arrive à tous les clubs moyens. Mais si vous préférez, on n'est pas encore arrivé au stade de clubs comme Manchester United qui, quoi qu'il arrive, 9 années sur 10 sont toujours là, comme le Real de Madrid, comme Barcelone, ou la Juventus, ou l'Inter, parce que ces clubs-là, ils sont plus ou moins là chaque année. Et là, le Paris Saint-Germain, il ne fait pas la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit que contre Bastia, et Bastia est une équipe valeureuse, ils ont joué avec leur cœur, avec leur couille. Paris, en face de ça, ils ont leur technique. Encore faut-il qu'ils la montrent, leur technique. C'est quand même pas difficile de tenir le ballon. L'année dernière, avec Laurent Blanc, ils prenaient le ballon, avec Ancelotti, ils tenaient le ballon. Cette année, ils ne le tiennent plus. C'est peut-être un manque d'envie, peut-être qu'ils ont... Écoutez, je pense que la personne la plus à même de résoudre le problème, c'est Laurent Blanc. Hein. Non, je vous dis très sincèrement, moi je connais pas de l'ambiance qu'il y a dans le club. J'ai aucune source. Mais de deux choses l'une, ou Laurent Blanc a l'adhésion de ses joueurs, et il faut le laisser continuer, ou il n'y a pas l'adhésion de ses joueurs, et ça il le sait, il n'y a pas besoin qu'on le lui dise. Et maintenant, si un joueur ne lui convient pas, même si c'est Ibrahimovic, dans ce cas-là, il prend ses décisions et il prend ses responsabilités, c'est tout. Et vous les voyez capables d'éliminer Chelsea? À l'heure actuelle, ça paraît difficile, mais est-ce que vous pensez que d'ici là, il y a de quoi résoudre le problème? Moi, j'avoue être un peu pessimiste, surtout que je pense que Chelsea est meilleur que l'an dernier et que Paris est inférieur à l'an dernier, à l'heure actuelle. Paris est inférieur à l'année dernière. Maintenant, vous savez, je veux dire une chose. Paris, il y a une magie à Paris. Et Paris est toujours capable de faire un exploit. C'est pas pour ça qu'ils sont plus forts. Mais ils sont capables de faire un exploit. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font pour battre Chelsea. C'est Chelsea, Barcelone, Madrid, Bayern de Munich. On n'est pas encore à ce stade-là. On n'y est pas. Alors, on va profiter de ce temps-là pour vous remercier de votre participation à la web radio, Daniel. C'est un grand plaisir de pouvoir avoir ces conversations pendant quelques minutes avec vous. Ce qu'il faudrait surtout, c'est réfléchir. Parce que si on réfléchit, on regarde bien ce qui s'est passé cette année, on a pris 3 défenseurs, alors qu'on n'en avait pas besoin. On avait besoin d'eux. Oui, mais bon, les Dignes, David Luiz
et Aurier, qu'est-ce qu'ils apportent au club? À la fin, avec le salaire et le montant des transferts des 3 joueurs, on s'en paye un devant qui est mieux. Hein. Et là, on a besoin. Parce qu'un attaquant, ça se blesse plus souvent, et un attaquant, c'est plus... pour qu'il arrive vraiment au top de sa forme, ça ne dure pas toujours très longtemps. Hein. Donc là, il y a besoin. À mon avis, le recrutement a été fait en dépit de ce qu'on avait besoin au club. Donc vous pensez que c'est une erreur de recrutement de la direction du Paris Saint-Germain? Écoutez, moi je pense très sincèrement, c'est que dans un club, et je le dis et je le répète depuis 20 ans, il y a besoin de ce que j'appelle le gardien du temple. Alors il y a eu un vague gardien du temple qui était Leonardo, qui a amené l'équipe qu'il a amenée. Et il a amené une équipe qui, la deuxième année, a été championne de France, qui a quand même été huitième de finale de la Coupe d'Europe.